Bien, bonjour à toutes et à tous. Bon, la formule est rituelle, certes, mais c'est toujours pour moi un grand plaisir d'aller dans d'autres contextes que je ne connais pas, avec ce que j'ai vu jusqu'à présent, beaucoup de personnes très enthousiastes, en question, mais les questions sont tout à fait normales. Juste pour commencer, je dirais ceci. Quand j'ai eu les premiers contacts avec Francine, j'ai dit, mais qu'est-ce... Parce qu'on ne peut pas s'empêcher de le dire, finalement. Même si on croit aux classes inversées, aux pédagogies actives, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est de cette histoire de personnes, vous, qui allez me poser des questions alors que je n'ai même pas encore parlé? C'est fou quand même, non? J'aurais pu attendre que je dise les choses. Eh bien, oui, mais je suis quand même convaincu de l'approche en me disant que peut-être bien que je vais tenter de donner des réponses aux questions que vous vous posez plutôt que de donner des réponses à des questions que vous ne posez pas. Alors, jouons le jeu. Je ne pourrai pas répondre d'une manière très précise à toutes ces questions, mais croyez-moi bien, ceux qui ont posé des questions, les autres aussi évidemment, me le diront, est-ce que, au travers du fil que j'ai construit, de l'ordre que j'ai essayé de mettre dans ce désordre, finalement, certains parlent des méthodes actives, des technologies, et les classes inversées, et des TBI, et maintenant Twitter dans les cours, on parle des tweet classes, bon, voilà. Essayez de quand même construire un fil. Et ça, c'est l'opération, sans doute, je ne me mets pas en valeur en disant ça, parce que c'est combien difficile, c'est marcher vraiment sur un fil également, d'essayer à la fois de concilier ce qui vient là des étudiants, ou des participants dans ce cas-ci, et ce que j'ai quand même envie de leur dire. Et donc voilà un tout petit peu. Alors, également en filigrane, vous verrez que j'utilise parfois les extrêmes. Vous savez, dans les propos, il y a les pour et les contre, il y a ceux qui veulent donner des réponses aux questions que les étudiants se posent, et ceux qui disent, mais comment voulez-vous que ce soit possible? Il faut d'abord que je leur explique, que je leur donne la théorie. Et vous voyez, on est presque dans les jugements de valeur en disant ça, on est dans les jugements de valeur, et je vais utiliser ça. Comme un petit philosophe que j'essaie d'être, mais en vous disant que dans mon propos, j'exacerbe parfois les extrêmes, ce sont les tierces places que je recherche. Parce que les extrêmes, ils sont fixes quelque part. Pensez au mouvement du pendule, il arrive à un point de vitesse nul, il prend de la vitesse, etc. Et c'est dans ce lieu, finalement, de grande vitesse entre les extrêmes, que j'essaie de me situer au péril de la qualité de mon enseignement parfois. Donc je joue quand même ici sur un fil. Donc voilà déjà quelques petites idées. Simplement pour vous dire, le diaporama de l'intervention se trouve déjà sur SlideShare. Donc si vous verrez d'ailleurs dans mon exposé bien souvent des adresses en rouge qui commencent toutes par http://bit.ly/. Ça vous le savez, ce qu'il faut rajouter, noter, c'est juste les derniers mots. Ici, le bras IGS, en faisant attention au respect des minuscules et majuscules. C'est un compacteur d'adresses qui m'évite de vous donner des adresses en 2 lignes. Voilà pour le démarrage de tout ça. Alors évidemment, le fil, encore une fois, sur lequel je vais me balader, ce sera les classes inversées. Mais vous avez vu quand même mon titre, souvent on me dit oui, mais comment on fait ça? Comment? Et moi j'insiste toujours, et ce n'est pas qu'une façon d'introduire le débat, de ne pas aller trop vite finalement, mais c'est de poser les questions du pourquoi et du pourquoi, c'est-à-dire la question des causes, des origines, si vous voulez, et celle des finalités, je crois que c'est très important.
Et donc, tout au long de l'exposé, je vais déjà essayer de répondre, puisque Francine m'avait évidemment communiqué les questions, sinon ça aurait été vraiment, vraiment périlleux. Parmi les différentes pédagogies, pourquoi la modalité inversée, hein, pourquoi la classe inversée, je la pratique, je trouve que c'est un lieu intéressant, mais je n'en fais pas une exclusive. Comme je disais à table tout à l'heure, j'adore être sur scène. Le plaisir là de voir mes étudiants devant moi accrochés à mes paroles, mais c'est un plaisir fantastique. Et donc, quelque part, oui, je dois faire un effort sur moi-même pour dire « Oui, mais Marcel, c'est bien tout ce que tu racontes, mais tu sais, arrête de confondre enseigner et apprendre. » Ça, c'est une des clés. Cette confusion permanente que nous faisons entre enseigner et apprendre. J'enseigne, donc ils apprennent. Hein, ces petits enregistreurs là qui sont devant moi, ils enregistrent tout ça. Hein. Ça marche bien d'ailleurs. Hein. En Belgique, peut-être en France aussi, 30% de réussite en première année. Comment n'a-t-on déjà pas condamné ce système, finalement? Je me pose cette question, et je vous la pose également. Et donc, l'idée aussi de convaincre les formateurs et les apprenants. Hein, on a dit que ce n'est pas toujours facile, les fameux « ouais, mais quand même ». Des apprenants, ils sont bien présents, comme ils sont présents chez nous. Chaque fois que nous rencontrons une innovation, que nous devons changer notre ordinateur ou aller dans quelque chose qu'on ne connaît pas bien, allez, on a aussi des craintes. Et souvent, on est très content après. Vous voyez? Donc, modestie, pour moi, l'école numérique, on me demande souvent de parler de l'école numérique, je dis, mais je n'ai pas envie de parler de l'école numérique. L'école est dans la société, l'école prépare à la société, et la société, j'aime ou j'aime pas, elle devient numérique. Avec également quelque chose de fort, également, qui va revenir, c'est que, et c'est déjà un lieu commun, on passe de plus en plus de quelque chose de vertical. Le maître sur l'estrade qui sait et qui transmet son savoir à quelque chose de beaucoup plus horizontal qui fait qu'on parle de l'instruction par les pairs, de l'évaluation par les pairs. Mais encore une fois, ce n'est pas une caractéristique de l'école, c'est une caractéristique de la société. Avant, on partait en voyage, on allait chez la personne qui savait, à l'agence de voyage, et on disait, je voudrais conseiller les hôtels et tout. Et maintenant, vous allez sur des sites et vous regardez les commentaires des utilisateurs qui disent comme ça ou comme ça. Et on retrouve donc cette tendance. Encore une fois, je ne vous dis pas qu'elle est bonne, regardez comme c'est beau, cette démocratie enfin naissante, etc. Je vous dis simplement, nous sommes dans des époques de transition entre le vertical et l'horizontal, et c'est les tierces places que nous devons étudier. Les extrêmes sont stériles, encore une fois. Alors vous allez me dire, oui, mais par rapport à tout ça, c'est bien beau, vivre dans le désordre et tout, mais nous, on a quand même besoin, et le mot va revenir, de boussole, finalement. Comment s'y retrouver? Alors là, j'appelle ce principe-là, et peut-être il est capable de convaincre les formateurs, ce que j'appelle le principe de cohérence. En fait, il a été appelé par John Biggs, vous connaissez tous John Biggs, évidemment. Ben lui, il vous connaît très bien. John Biggs, ses écrits, c'est ce qui est à la base des systèmes LMD, des learning outcomes, les acquis d'apprentissage, on en reparlera, etc. C'est quelqu'un de déterminant dans l'enseignement supérieur. Et il disait quelque chose, si on a fait venir Marcel Lebrun pour nous dire ça quand même, il disait il faut essayer de veiller à l'alignement entre les objectifs et les méthodes et aussi l'évaluation. Alors vous allez me dire, oui, mais on sait ça depuis toujours. Oui, on sait ça depuis toujours, mais est-ce qu'on applique chez nous à Louvain ou ailleurs? Les professeurs veulent tous développer l'esprit critique de leurs étudiants.
aux examens, ils posent donc des questions critiques. Mais ils attendent surtout que l'étudiant restitue la critique qu'ils ont faite. Alors là, il y a des dérives. Et ça, elles me hérissent. Qu'on arrête de parler de ces référentiels de compétences qui envahissent tous les niveaux actuellement, si on ne veut pas les mettre en pratique. Faire des référentiels avec autonomie, collaboration, travail d'équipe, recherche d'informations, esprit critique. Alors tous les mots y passent, hein. Il y en a des dizaines peut-être. Oui, mais comment on va faire? Si vraiment cette aspiration est légitime, et pour moi, je pense qu'elle touche à des ressorts de la démocratie, voire de l'humanité, hein, certains parlent d'ailleurs d'humanité numérique, rendre les gens plus libres, plus responsables. Je pense que là derrière, il y a aussi cette idée-là. Alors, bon, rapidement, cohérence, objectif, méthode, vous voyez que j'ai mis 2 grands O. Alors, Marcel Lebras, bon, c'est pas très bien, il a rajouté outil, l'outillage, l'instrumentation. Derrière le mot outil, je mets aussi bien les ressources. Hein. Pour moi, un livre peut être considéré comme un outil, finalement, qui fait finalement le lien entre la pensée de l'auteur et le message qui finalement va être reçu. Cette cohérence, elle est fondamentale. Regardez-la dans vos cours. Je ne doute pas que beaucoup de personnes ici, j'ai entendu tout cet enthousiasme autour du groupe IGS, mais elle est quand même fondamentale et pour moi, elle me sert de boussole aussi pour construire cette conférence. Et donc, je vais passer en revue les outils, les objectifs, les méthodes, et quand j'arriverai aux méthodes, ben, là, je pourrai commencer à parler des classes inversées, entre autres. Les objectifs, ben, c'est ma question du pourquoi, hein, dont je vais parler, et le pourquoi, la cause. Pourquoi est-ce que finalement, ces classes inversées, on en parle tellement? Est-ce que vous savez que c'est dans l'enseignement supérieur, mais aussi à l'école primaire, dans l'enseignement secondaire? Peut-être même plus dans l'école primaire que l'enseignement secondaire, on peut parler de cela aussi. Les classes inversées, elles ont l'air tout à coup d'arriver à un bon moment ou d'être au point de rencontre de certaines aspirations. Et c'est ça que je prétends, et mon dessin aussi l'illustre. Les classes inversées sont probablement à la rencontre de tout ce qu'on nous serine sur les référentiels de compétences, etc., les objectifs, de tout ce qu'on nous a dit sur les classes, sur l'apprentissage collaboratif, les études de cas, etc., et sur le numérique qu'il nous faudra bien utiliser le mieux possible, et quoi qu'on en dise, apprendre à nos étudiants à utiliser les outils numériques. Je viens de dire des grosses bêtises, hein. Apprendre aux étudiants à utiliser les outils numériques. Comment voulez-vous faire ça? Et de nouveau, dans mon propre langage, cette confusion entre enseigner et apprendre, qui est dans notre langage courant. Je dis souvent, à la sortie des écoles, maman, papa dit aux enfants, qu'est-ce qu'on t'a appris à l'école aujourd'hui? Rien. Vous ne pouvez pas m'apprendre quelque chose. Vous pouvez m'enseigner, me montrer, me démontrer, m'expliquer, etc. Apprendre, c'est irréductiblement moi qui vais devoir le faire. Et donc, parfois, je dis, non, on n'apprend pas en groupe, on n'apprend pas en ligne, on apprend en soi. Évidemment, le collectif est important. Vous avez cité Philippe Carré, qui dit cette phrase magnifique, hein, on apprend toujours tout seul, mais jamais sans les autres. Principe de cohérence, on va passer en revue ces 3 pôles. Alors, je vais vite régler la question des outils. Pour moi, elle n'est pas fondamentale. Il y a des outils qui apparaissent là. Il y a des outils, vous savez, le numérique, les outils du numérique, ce n'est pas une invention diabolique. Oh là là, sur Facebook, qu'est-ce qui se passe? Des petits minouchets qui sont en train de maltraiter l'institutrice, etc. Oui, ça a toujours été comme cela. Ça a toujours été comme ça. Souvenez-vous, peut-être les plus anciens, peut-être les autres aussi, début du film 2001, Odyssée de l'espace. Ça vous dit quelque chose? Bon. Vous le voyez, cet hominidé encore très poilu,
qui tout à coup découvre une espèce de fémur et il prend le fémur, je vais faire avec le micro, et qui commence à faire comme ça. Et tout à coup, le fémur, prolongement de son bras, rencontre une noix de coco, il casse la noix de coco, il exulte, évidemment. Il vient d'inventer le marteau. Un plan de coupe rapide, et on le voit parmi ses congénères, il saisit de son fémur et passe sur la tête d'un rival. Oui, oui, oui. C'est ça les outils. Ils sont positifs, ils sont négatifs, et irréductiblement, vous le savez bien, ça dépend de l'usage que les hommes vont en faire. Pointe à la ligne, c'est tout. Ils n'ont pas une qualité perverse ou favorable en soi. Et ça, vous la connaissez sans doute aussi, cette parabole, cette fable de Socrate, rapportée par Platon. Hein. J'insiste parce que sur la Wikipédia, on trouve que c'est Socrate qui a écrit ça, alors que Socrate détestait l'écriture. C'était déjà une invention technologique. Il n'aimait pas l'écriture. Donc il n'a pas laissé d'écrit. Néanmoins, le dieu Thoth, vous voyez, là, il est là, l'ibis, était arrivé avec cette invention en disant au pharaon, tu vas voir, avec ça, c'est génial hein, ce que j'ai fait là. Avec ça, les hommes ne perdront plus la mémoire et leur sagesse deviendra infinie. Et le pharaon, qui n'était pas né de la dernière crue du Nil, lui répond, mais qu'est-ce que tu me racontes? Mais c'est juste l'inverse. Si on écrit, on ne va plus exercer la mémoire. Hein? Si on écrit, on ne va plus exercer la mémoire. Et elle va se dessécher, et la sagesse, c'est quand même pas dans tes hiéroglyphes qu'on va la trouver. Ben là, vous avez déjà ce témoignage qui nous ramène à 2 millénaires et demi, peut-être plus, où on trouve cet antagonisme qui est toujours présent. Hein. Maintenant, évidemment, c'est Steve qui fait ça. C'est lui le dieu Thoth. Hein. Avec la tablette, le savoir sera dorénavant accessible de partout. Le savoir, ouais, l'information, pour encore la transformer en savoir ou en connaissance. Voilà finalement ma vision, alors dans cette tendance à être un hybride, parce que Thoth avait raison, ça va soulager notre mémoire. Pharaon avait raison aussi, si on n'exerce plus la mémoire, on va la perdre. Ben encore une fois, ce sont ces tierces places. Et elles sont risquées. Elles sont risquées parce qu'il y a quelque chose qui nous guette, c'est la fossilisation des pratiques. La tendance à vouloir refaire avec les nouveaux outils ce qu'on faisait déjà avant. Je vous donnerai un exemple très célèbre actuellement qui s'appelle les MOOC. Les MOOC. On va voir ça tout à l'heure. Alors oui, effectivement, je ne vais plus la réexpliquer, hein, cette phrase qui... J'ai pensé à ce dessin, c'est vrai, j'ai demandé à un caricaturiste de le faire, parce que j'avais vu dans un livre, hein, la phrase là en anglais. Tout se passe comme si nous continuions à automatiser le passé, comme si nous utilisions un tout flambant neuf aspirateur pour battre les tapis comme ça. Et après ça, voyez-vous, il y a des chercheurs qui essaient de comparer un groupe témoin sans technologie avec un groupe témoin avec technologie, et ils trouvent des résultats un petit peu mitigés. Ben oui, si la plupart du temps nous refaisons avec les nouveaux outils ce qu'on faisait avant et qu'on compare avec ce qu'on faisait avant, on ne voit pas beaucoup de différence. Alors les deux, vous êtes un peu simple. Oh, vous voulez de la complication? Ok. Vous tapez les lettres NSD dans Google. No significant difference. C'est un phénomène que des gens ont observé en analysant la littérature scientifique. C'est que, à part dans les classes expérimentales, l'innovation ne porte pas toujours les fruits espérés, non pas parce qu'elle n'est pas bonne, c'est parce que les usages que nous en faisons sont en deçà des innovations de rupture, finalement, qu'on pourrait mettre en place. Mais non, nous avons peur un petit peu. J'ai peur aussi, hein, je ne suis pas ici pour vous donner des leçons, mais on serait plutôt dans l'innovation de maintien. Comment on va utiliser cette nouvelle technologie pour pouvoir surtout continuer à faire la même chose.
Alors, le rapport entre technologie et pédagogie, entre le côté clair et le côté obscur de la force, hein, il y a beaucoup de films qui portent des métaphores intéressantes, c'est que nous ne sommes pas dans un déterminisme où les technologies vont avoir un impact sur la pédagogie, en soi, percées, comme on dit, par eux-mêmes. Pourtant, elles nous parlent de collaboration, de recherche documentaire, de production, etc., etc. Et nous avons en tête, malgré tout, même si on n'est pas tout à fait partant, cette idée de potentiel des technologies. Elles peuvent contribuer au développement pédagogique. Et donc, beaucoup de chercheurs utilisent encore, vous savez, comme au XVIIIe siècle, hein, le déterminisme laplacien, la cause, l'effet, la technologie, boum, ils vont apprendre. Le grand problème, c'est que le problème n'est pas déterministe, il est systémique, parce qu'il est montré depuis bien longtemps. Pour que les technologies aient un effet sur la pédagogie, il faut d'abord que la pédagogie change de manière à être congruente avec les effets positifs que les technologies pourraient apporter. Et donc là, je plaide quand on disait les sciences de l'éducation qui pataugent un petit peu, ben, c'est normal, ils ont exploité, ils veulent quelque part, bien souvent, faire des recherches comme en sciences exactes, mais ils utilisent encore le déterminisme laplacien, alors que dans la recherche scientifique actuelle, les modèles systémiques sont déjà très bien utilisés et avancés. Et donc, c'est être capable de travailler. Vous voyez, on retrouve ces oppositions-là dont j'ai parlé, et on va essayer de montrer comment les classes inversées et d'autres approches, évidemment, vous allez voir qu'on dit les classes inversées, pour moi, il n'y a pas qu'un modèle de classe inversée, doivent être là pour pouvoir travailler entre les promesses et les nécessités. Et donc, pour porter leurs fruits, alors là, je ne vais pas m'appesantir sur ces dias un peu brunâtres, vous les trouverez dans le PowerPoint, c'est un peu des synthèses des propos. C'est que pour porter les fruits attendus, les technologies, elles ont des savoir-faire qui sont propres. Ce n'est pas une sorte d'élément inné, quelque part. Hein, on dit souvent, donnez-leur des outils, hein. Ils savent, ils sont des digital natives, donc ils vont utiliser ça. Ça n'a rien à voir avec les outils, hein. Excusez-moi, mais c'est exactement la même chose avec les pédagogies actives, où, et encore une fois, je trouve que le learning by doing est une bonne chose, on apprend en faisant, mais on ne peut pas réduire l'apprentissage au learning by doing. Parce que sinon, on dit aux étudiants, allez, vous quatre là, travaillez en groupe sur tel thème, vous quatre là-bas, et on ne donne pas, et je trouve que c'est presque un péché, c'est un crime, on ne leur donne pas les outils pour bien travailler en groupe, comme si ça allait de soi. Vous voyez ? Et donc, ce que je dis là-dedans, c'est que si on ne fait pas ça, c'est-à-dire que si les méthodes ne sont pas congruentes avec les objectifs et qu'on dit que c'est important qu'ils soient formés à l'esprit critique, etc., et qu'on ne leur donne pas les outils pour développer, à part expérimentez-le, vous verrez bien, on n'aura pas d'effet attendu. Deuxième point, après les outils, la question des objectifs. Alors, vous voyez, ici, j'ai repris, vous reconnaissez Bernard Stiegler. Hein. Alors, cette vidéo, là, très intéressante, un mot-clé, Serre-Stiegler, Michel Serre et Bernard Stiegler, on en a parlé, ils dialoguent entre eux. Et je ne peux pas, bien sûr, raconter tout cela, mais Bernard Stiegler, en particulier, dit, vous savez, ce n'est pas la technologie elle-même qui est toxique, mais les problèmes qui surviennent révèlent notre incapacité à les utiliser et à les socialiser correctement. Encore une fois, un plaidoyer qui ne dit pas il faut mettre des outils dans les écoles, etc., mais qui dit il faut former les personnes à cela. Il faut resocialiser finalement les humains autour de ces outils, parce que c'est à cette condition-là que les potentiels vont sortir. Alors Michel Serre, lui, beaucoup plus enthousiaste, il dit, grâce à ces engins-là, non, on n'a pas le cerveau vide
dans le sens que ce qu'on mémorisait avant, on le met maintenant dans la machine. Donc. Mais on a sans doute le cerveau plus libre, c'est-à-dire que ça nous permet de faire d'autres choses. Encore une fois, cette idée de potentiel, mais si on ne fait rien, voilà, le potentiel sera là et on risque de retomber dans la fossilisation des pratiques, c'est-à-dire refaire la même chose. Malgré tout, à côté de ça, il y a les approches par compétences, hein, je les ai déjà introduites un tout petit peu, où on parle des compétences de l'apprenant, hein, ce beau mot aussi, apprenant, du XXIe siècle, que vous avez, que vous pratiquez sans doute dans vos écoles, créativité, innovation, responsabilité sociale, communication, digital literacy, qui est justement cette culture numérique. L'apprentissage toute la vie durant, la collaboration, le leadership, machin. C'est quand qu'on va où, hein, finalement, telle est la question. Alors, je voudrais aussi tordre un tout petit peu le cou, hein, parce qu'il ne faut pas quand même trop les abîmer, à un autre canard boiteux qui est celui de la génération C, hein, les digital natives, on les a appelés aussi génération Y, Y. Dis, Tom, j'ai vraiment un dossier là qui est important et demain je rencontre le client. Tu peux le traiter tout de suite Pourquoi Why Alors la génération C, selon les Québécois, ce sont ces personnes hein, qui sont nées entre 84, je crois, et 96, qui utilisent les technologies pour communiquer, collaborer et créer, les 3 C. Hein. Alors, beaucoup de personnes me disent, dans des ateliers ou des choses comme ça, « Ah là là, oui, d'accord, ils créent, ils communiquent, ils collaborent, mais vous avez vu un peu leur message, hein, c'est du tout n'importe quoi, le nombre de bières que j'ai bu la veille, bon... » Eh bien, mesdames, messieurs, même s'il en est ainsi, ce sont pourtant des compétences. Une compétence... Vous n'allez pas la développer dans un cours de 3 mois ou de 4 mois. Elle commence quelque part de manière embryonnaire et bien souvent elle va continuer à se développer toute la vie durant. Est-ce qu'on peut dire à un âge avancé, voilà, j'ai atteint maintenant le niveau maximal d'esprit critique. Non, on est prêt à retomber n'importe quand, voyez-vous. Et donc, je pense que l'école devrait davantage s'appuyer, l'école au sens très large, hein, s'appuyer là-dessus. Alors, se former, hein, il y avait des questions qui tournaient de cela aux compétences numériques. Le numérique ne va pas de soi. Ça, c'est quelque chose de très clair. Oui, bien sûr, quand on a un appareil comme ça, les personnes les plus âgées se disent « Mais comment se fait-il qu'il y a un mode d'emploi de 4 petites pages, là, dans une petite boîte, etc. » Parce qu'il y a des boutons et on peut apprendre avec les autres où il faut cliquer pour faire ceci ou pour faire cela. Si on veut aller vers des usages qui facilitent l'apprentissage, qui ne donnent pas seulement accès à l'information, mais qui permettent de prendre l'information et de la transformer en connaissance, là encore, considérons les ressources internes, externes, qu'est-ce que les gens savent déjà, les apports des autres, etc. Considérons aussi que ce n'est pas un inné, comme je disais, ils naissent avec les technologies, donc ils connaissent les technologies. Mais enfin, quand je suis né, moi, il y avait quand même une certaine culture du livre, c'est pas pour ça que je savais lire. D'accord. Ben oui, ça a l'air peut-être un peu bateau, mais c'est quand même comme ça. Pourquoi saurait-il comme ça utiliser tout de suite ces outils-là? En fait, nous qui ne sommes pas, enfin la plupart ici, des digital natives, nous avons une force terrible par rapport à eux. Nous ne sommes peut-être pas nés avec les technologies, mais nous les avons vus naître dans une sorte de continuum que nous avons pu apprécier dans l'évolution. Et finalement, vous connaissez les pédagogues, hein, ils distinguent les savoirs, les savoir-faire, et alors on fait les référentiels de savoir, de savoir-faire. Pourquoi opposer tout ça? Allez dans les croisements. Il y a des savoirs sur les savoir-faire. Qu'est-ce qu'il veut dire?
Allez dans une bibliothèque à Lyon, vous allez trouver des livres sur le travail de groupe. Donc il y a des savoirs qui sont en train de se constituer sur le savoir-faire. Comment ces savoirs-là ne deviennent pas part entière dans notre enseignement. Et il y a aussi des savoir-faire sur les savoirs. Comment construit-on ces savoirs à partir des informations, des apports des autres, etc. Et vous voyez à quel type de raisonnement j'essaie de vous conduire, loin des oppositions stériles savoir, savoir-faire, d'abord le cours magistral et après ça les TP. Non, on va vers des formes mélangées, hybrides, et ça doit nous rassurer quelque part, parce qu'elles permettent que nous ne jetions pas trop vite la proie pour l'ombre, et elles nous permettent quand même d'expérimenter, d'oser expérimenter l'évolution, cette flèche d'évolution qui a l'air de pointer devant nous. Les méthodes. Objectif, méthode. Alors moi j'ai un grand credo, c'est une conviction, j'ai noté ça. Former, enseigner, etc., etc., ce n'est pas seulement transmettre des informations, est un transmetteur. Un peu, vous savez, les universités, là, Louvain par exemple, a été fondée en 1425. Si vous regardez un petit peu, c'est la naissance d'une invention technologique fabuleuse, le livre. Oui, mais le livre était rare. Et donc, il fallait réunir les gens dans un même lieu, dans un même espace-temps, pour faire la lecture. La lecture. 6 siècles après, on y est toujours. Dans la plupart des amphis de France et de Navarre. Non. Enseigner, former, c'est mettre en place des conditions, des situations dans lesquelles l'étudiant va pouvoir apprendre, point. Oui, mais un jour quelqu'un m'a dit, on voit bien que vous êtes un socio-constructiviste. Vous n'aimez pas le magistral. Si pour un point de matière donnée, vous trouvez que faire un petit exposé magistral de 20 minutes, c'est la meilleure façon de donner aux étudiants des occasions d'apprendre, ben vous êtes dans le cadre de ma définition. Elle n'exclut pas. Mais elle me dit, quand je prépare mon cours, c'est pas qu'est-ce que je vais voir avec eux la semaine prochaine, mais qu'est-ce que je vais leur donner à faire, quelle situation je vais leur présenter, pour que, en manipulant cette situation, ils aillent eux-mêmes convoquer les savoirs. Vous vous rendez compte, le mouvement est tout à fait différent. Et ça vous rappellera peut-être le mouvement que j'avais fait entre les approches verticales et horizontales. Alors, ça c'est un clin d'œil, je suis rassuré parce qu'il paraît qu'Einstein disait la même chose, donc pour moi qui suis physicien nucléaire, c'est quand même intéressant. Et alors, il y a celui-là, il va encore beaucoup plus fort que moi, Michel Serres, qui dit vous voulez transmettre, mais qu'est-ce que vous voulez encore transmettre, vous là ? Mais tout est transmis à l'heure actuelle. Alors, je sais bien, à Louvain, j'ai des professeurs qui disent « Oui, mais moi, monsieur Lebrun, vous vous rendez compte, j'enseigne le 3e principe de la thermodynamique. J'ai regardé un peu sur Internet, mais on ne trouve rien. Viens ici, mon coco. Je trouve des vidéos, des animations, des PowerPoint, des textes, etc. Je ne suis pas en train de vous dire par là qu'il faut nécessairement utiliser tout ça. Non, il y a un travail de sélection qui doit être fait, évidemment, par l'enseignant et peut-être aussi en communauté avec les étudiants. Mais je veux dire, ça change quand même fameusement la donne. Et que les grincheux qui me disent « Oui, mais c'est pas toujours juste ». On trouve même des choses fausses, vous savez, sur Internet. Ok, c'est votre travail d'expliquer à vos étudiants pourquoi telle information est suspecte et peut-être telle information est intéressante. Voilà un peu comment on peut finalement retourner ces arguments qui nous arrivent de part et d'autre. Alors, je vais être très vite là-dessus. Il y a déjà 15 ans d'ici, je me retrouvais à la tête d'un service de formation des enseignants. Et j'aurais pu faire des cours sur la motivation, les interactions, etc. J'ai des collègues de sciences de l'éducation qui ne sont pas loin. Et je me suis rendu compte que, comme mes étudiants, les profs s'assoupissaient. C'est assez évident.
Et puis j'ai dit, non, Marcel, tu dois faire attention, tu es un scientifique. On t'a appris à aller dans le détail du détail, à cerner ton objet, à le cadrer et tout, mais le travail d'enseignant est très différent du travail du chercheur. C'est pas la même chose. Et je vous le disais hier, vous avez en France, on n'utilise pas ce mot-là en Belgique, ce mot où on a une sorte de collision, là, les enseignants-chercheurs. Oui, mais c'est très différent. Le chercheur, une de ses tâches, il y en a beaucoup, on pourrait discuter là-dessus, hein, mais c'est de décontextualiser. Autrement dit, il y a des phénomènes, il y a des cas particuliers, il y a des occurrences diverses. Et lui, il doit essayer de trouver les invariants, les modèles, les principes, etc. etc. C'est la démarche scientifique. L'enseignant, c'est l'inverse. Il doit convoquer les contextes et demander de reconstruire, de modéliser. Parce qu'apprendre, c'est modéliser quelque part. C'est se donner là des repères, des invariants, des principes qui vont nous aider dans l'action. Et on se rend bien compte que les deux mouvements. Alors je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, le modèle de Marcel, très simple, 5 composantes. Alors ces 5 composantes ne nous disent pas comment on apprend. Elles permettent au formateur de compter sur ses doigts, 5, ça va, bon, et de dire, est-ce que dans le dispositif que j'envisage, ces 5 facteurs d'apprentissage sont-ils bien présents? Alors le premier, information. Je mets là derrière les ressources internes et externes. Hein, ce qu'on trouve sur Internet, les notes de cours, ce que les élèves peuvent apporter. J'ouvre une porte ici, ce que les élèves peuvent apporter, parce qu'ils connaissent déjà des choses. Hein. Ils ont entendu parler des OGM, etc. à la télévision. Ils ne savent pas grand-chose. Ils ne savent pas grand-chose. Mais si vous oubliez ces choses-là, dites-vous bien, vous les enseignants et formateurs, que c'est ces choses-là qui restent et qui sont les plus solides. On interviewe à la sortie d'une université, en France, on l'a fait aussi à Harvard, je crois, des étudiants de première année du supérieur qui sortent, et on leur demande d'expliquer les phases de la Lune, les saisons, etc. Et tous vont utiliser des modèles où le Soleil tourne autour de la Terre. Mais oui, pour l'agriculteur, pour la personne habituelle, ben regardez, il est en train de tourner autour de nous. Et on a beau leur donner les lois de Kepler, etc. Ah oui, ils vont les ressortir à l'examen. Il vaut mieux quand même, hein, bon. Mais malgré tout, dans le raisonnement courant, contextuel, ben ils vont ressortir. Et donc finalement, beaucoup d'enseignements sont des emplâtres comme ça que l'on met sur des couches sans les avoir retravaillées suffisamment. Alors, les informations, les activités. Qu'est-ce que mes élèves vont faire? Alors ça, peut-être les anciens, plus anciens en tout cas professeurs, se reconnaîtront. Moi, quand j'étais professeur, tout au début, enseignant, je disais, mais quelle est la matière? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire au cours prochain? Et progressivement, j'ai été conduit à dire, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les activités qui vont leur permettre, seuls, en groupe, etc., ça on en parlera, à malaxer ces informations, avec un troisième point fondamental et oublié dans la pédagogie, la production. Quand j'ai dit ça la première fois à mes collègues de l'éducation, ils m'ont dit, oui, mais on n'aime pas trop là la production, parce que ce qui est important, tu sais Marcel, c'est les processus. Non, c'est la production. C'est le chef-d'œuvre. C'est ce que l'étudiant va faire et qui sera le signe des apprentissages effectués. Moi, les examens, ben, ça n'existe pas. Je mets les étudiants au courant de l'année dans la construction du chef-d'œuvre et nous l'analysons seul, en groupe, ou de l'évaluation par les pairs, etc., etc. Donc, pensez à la tâche. Mais la tâche substantialisée, si vous voulez, réelle. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas vu, ce modèle-là, il est quand même un peu cornichon parce que c'est input, process, output. Vous avez quand même retrouvé ça facilement. Alors, j'avais promis 5 facteurs, mais il y en a un autre, c'est la motivation. Celle qui va, pas confusion dans les sciences de l'éducation, la motivation.
la motivation. Non, la motivation à apprendre, évidemment, qui intervient comme facteur en entrée. Parce que vous avez beau préparer les meilleures ressources et les meilleures activités, si l'étudiant ne décide pas d'entrer dans votre dispositif, il ne se passera rien. Et une fois qu'il est entré, il se sent seul. Et donc, quelque part, les processus interactifs sont là pour le soutenir dans la production, dans l'activité, etc., etc. 5 facteurs. Pensez à ça. Pensez à ça quand vous faites des cours à distance, quand... c'est difficile dans des cours à distance, la production, l'activité, oui, l'interaction, ça va aller, on a des classes virtuelles. Oui, d'accord. Parfois, on me dit, Monsieur Lebrun, votre modèle, c'est pas terrible, il manque l'évaluation. C'est vrai, j'ai oublié l'évaluation. Mais non, elle est là dans la boule interaction. Interaction avec les autres élèves, interaction avec le professeur, au niveau de l'activité et le processus, et au niveau du produit, ce que l'étudiant a fait. Produit qui peut être un travail de fin d'études, un travail pour le cours, de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences, etc., etc. Ces mots doivent être pris au sens le plus large. Alors, ce petit modèle, je ne vais pas y aller trop longtemps. Il est fortement en lien avec les approches actuelles des objectifs, des compétences, des learning outcomes. Parce que si vous regardez le pôle information, c'est ce que l'étudiant sait, comprend, les savoirs, qui sont traduits dans des ressources. Les activités, on rentre dans le niveau des compétences. Et vous avez vu, la compétence, elle inclut les savoirs, elle n'est pas à côté des savoirs, est capable de faire. Et alors ça, je tente, et de démontrer. Ce n'est pas à moi à aller poser des questions à mes étudiants sur ce qu'ils savent, etc. Je demande à mes étudiants de me prouver qu'ils ont appris, au travers des tâches et des productions. Alors il dit complètement fou. Non, c'est le sens profond des learning outcomes, des acquis d'apprentissage, inventé par M. Bix et en train d'être installé dans toute la communauté européenne. Le learning outcomes, c'est ce que aussi, la sortie de l'apprentissage, quelque part, étudiant, prouve-moi que tu as appris ton cours. Enfin, tu as appris au travers de mon cours. Et ça change de nouveau complètement le rapport et les questions que vous pourriez vous poser sur l'évaluation. D'autres questions, gérer des publics différents, des attentes, apprendre à gérer l'ordre dans le désordre. Là, j'aime beaucoup ce qu'on appelle le cycle de Kolb. Alors, le cycle de Kolb, il nous dit que nous, moi, vous, nous apprenons de tas de façons différentes. Certains d'entre nous, ils préfèrent l'expérience concrète. Il y a ça, il y a encore ça. Ah oui, mais je connais aussi quelqu'un qui, etc., etc. Pour aller vers l'observation réfléchie, on a là des personnes qui assimilent, qui vont compacter les connaissances. Pour aller vers la conceptualisation abstraite, on pourrait dire la modélisation. Et puis, une fois qu'on a le modèle, on dit, mais est-ce que ce modèle va encore fonctionner dans tel contexte? Et on passe de l'expérience tout en haut à l'expérimentation. Et donc ça nous montre bien qu'il y a à la fois différentes façons d'apprendre. Alors les styles d'apprentissage, moi ça me sort un peu de quelque part aussi parce que on dit oui, il y a les personnes qui sont auditives, visuelles, qui sont plus kinesthésiques, les fameuses intelligences de Gardner qui sont tout à fait respectables et intéressantes pour l'esprit. Mais attention, rien n'est perdu, si vous ne vous retrouvez pas dans toutes. Nous sommes capables tous et toutes de les activer et encore de les activer de manière variable en fonction des contextes où nous nous trouvons. Et donc l'importance des contextes, des dispositifs d'apprentissage, etc. Alors ici, des collègues belges, Dieudonné Leclerc, il a travaillé les paradigmes d'apprentissage, qui dit simplement, encore une fois, principe de variété. De variété. N'essayez pas de me faire dire qu'il y aurait une méthode pédagogique qui va convenir à tous les styles différents. La seule chose que vous pouvez faire, c'est faire varier, finalement. Et donc, Dieudonné Leclerc dit, oui, par rapport à des choses qu'on doit apprendre, certains sont plutôt du style « laisse-moi faire ».
d'autres sont plutôt du style dis-moi, explique-moi, etc., etc. Et donc je pense qu'on en a déjà vu quelques-uns, hein, le principe de cohérence, de variété, etc. Tout ça va être mis en place. Alors, tout ça pourquoi? Nous étions, vous ne le saviez pas, hein, nous étions des terriens, nous voilà devenus marins. Autrement dit, et c'est très intéressant de voir ce livre de Michel Fabre, Éduquer pour un monde problématique, où il nous dit que, voilà, le monde devient de plus en plus complexe, c'est un lieu commun, et la carte géographique, la carte Michelin, si vous voulez, la norme, pour aller de tel point à tel point, il faut passer par ceci, et ben devient souvent, je n'ai pas dit tout le temps, inopérante, et ce que nous devons apprendre aux étudiants, c'est réutiliser la boussole. Et c'est pour ça que nous sommes devenus des marins, parce que c'est en faisant ça que nous pourrons finalement faire en sorte que les jeunes soient capables de s'orienter dans ce monde complexe que nous leur avons préparé, et puissent aussi surtout ouvrir d'autres chemins. Alors, l'ordre et le désordre, on me posait la question, ben, ça vient peut-être de ma formation de scientifique. Hein. Moi, j'ai été quand même formé dans le cadre de l'ordre, hein, du déterminisme laplacien, déjà ancien, qui dit, ben, si vous me donnez à un instant donné la position, la vitesse, les forces, etc. sur une planète, je peux vous dire où elle sera dans 3 semaines, dans 1 mois, etc. Et c'est utile, hein. Attention, je ne suis pas en train de rejeter le déterminisme, hein. Qu'est-ce que je viendrais faire ici pour en dire des pareils? Ça a donné en pédagogie le behaviorisme, hein. Refaire ce que je te montre, mémoriser, etc., etc. Donc, travailler sur le comportement. Si beaucoup d'enseignants sont encore comme ça, hein. Qu'est-ce que je dois faire dans ma classe? Vous savez, ils sont de plus en plus nerveux et tout ça. Comme si j'allais pouvoir leur donner une recette et voilà, ça allait tout résoudre à la fois. C'est l'approche finalement déterminisme qui est aussi celle des enseignants qui transmettent le savoir. Et je vous dirais qu'à certains moments, l'enseignant doit transmettre les savoirs. Oui, mais quand même, un siècle après, Henri Poincaré dit « Oui, mais avec votre truc de déterminisme, il peut y avoir de tout petits effets qui font que la trajectoire très jolie que vous avez prévue, elle diverge complètement. Elle devient aléatoire. » On appelle ça l'effet papillon, hein. Ceux qui écoutent Benabar, ils savent de quoi je parle, l'effet papillon, évidemment. Et là, il met un peu, finalement, des réserves par rapport à ce déterminisme. Alors, on pourrait dire, ah oui, mais alors on rentre dans le désordre, quoi. Le socio-constructivisme, le savoir, il est dans tout le monde, et en mettant tout ça ensemble, on va ressusciter un nouveau savoir. Oui, c'est vrai aussi, hein, c'est vrai aussi. Je vous l'ai dit, on ne peut pas apprendre à la place de quelqu'un, on doit soi-même construire le savoir en soi-même et avec les autres. Alors vous allez me dire, oui, mais ça fait quand même désordre par rapport à tout ça. Alors heureusement, il arrive un Belge, il y a Prigogine, prix Nobel de chimie, qui parle des structures dissipatives. Et que, évidemment, là je fais un parallèle entre les sciences et les sciences humaines, toujours un peu hasardeux, mais je le risque, en train de nous dire que, mais vous savez, ces processus-là de désordre, où vous commencez à dire aux élèves, dis-moi ce que tu sais là-dessus, et toi dis-moi, et toi va chercher de l'information et rapporte-la nous dans l'amphi, etc., où ça crée le désordre. Prigogine dit, il y a des situations dans laquelle la flèche de l'entropie, hein, vous la connaissez, la flèche de l'entropie, hein, on prend un verre, on le fait tomber, il va s'éparpiller en 1000 morceaux, on a rarement vu le phénomène contraire. Et donc on va vers le désordre. Mais cependant, nous, humains, nous sommes de beaux exemples de cette lutte contre l'entropie. Nous luttons en permanence contre le désordre, contre la mort. Et là, ben, c'est un message d'espoir, c'est que dans certaines conditions, ces systèmes complètement désordonnés peuvent reconstruire de l'ordre. Et là, ben, c'est l'effet finalement de l'enseignant, du formateur, d'être capable de reprendre ces éléments de désordre et de les restructurer dans l'image des savoirs. Alors,
Est-ce qu'il y a des signes de tout ça? Ben oui, par exemple, le connectivisme de George Siemens. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Ben non, parce qu'en sciences de l'éducation, ils ne connaissent pas encore. Ça va venir, hein, il n'y a pas de souci. C'est ceci. J'ai parlé du behaviorisme, comment on influence le comportement. J'ai parlé du socioconstructivisme. J'ai parlé de l'intelligence collective, comment elle peut se reconstruire, etc. Et George Siemens, il va un pas plus loin, le connectivisme. Et c'est assez intéressant de voir. Il dit, ben, il n'y a rien à faire, je ne sais pas si ça va vous convaincre, mais nous allons former des étudiants à des métiers qui n'auront parfois qu'un lointain rapport avec ce qu'on leur aura enseigné. Ben oui, je travaille en sciences de l'éducation maintenant, enfin en technologie de l'éducation, j'ai une formation de physicien. Quand même une façon, et vous connaissez sans doute des personnes aussi qui ont migré. L'apprentissage informel qui devient de plus en plus important. Ah oui, les médecins, savez-vous, me le disent, j'ai été travailler avec des doyens de faculté de médecine ici en France. Et c'est eux qui le disaient, ils disaient, mais vous savez maintenant, les généralistes nous disent qu'un patient sur 2 ou un patient sur 3, là, un peu entre les deux, ben, ils arrivent en ayant déjà fait leur anamnèse, en sachant ce qu'ils ont. Et quand le médecin dit ah, mais attendez, cher ami, je vais d'abord prendre des informations et tout, et qu'il arrive aux mêmes conclusions que lui, et quand il tend son ordonnance avec les médicaments, le patient dit ah non, mais ça, docteur, je ne peux pas prendre, hein, parce qu'il y a tel effet secondaire, vous savez. On se pose des questions. Alors, je ne suis pas en train de dire que le métier de généraliste, hop là, il est baqué par la communauté, la collectivité. Je suis en train de vous dire qu'il y a des comportements qui changent, et c'est comme ça. Et donc, quelque part, le rôle du médecin, on parle du rôle du formateur ici, mais il va aussi être amené à changer. Un apprentissage qui se déroule tout au long de la vie, bien. Nous allons tous continuer à apprendre toute la vie durant, bien. Qui seront les formateurs? Les mêmes. Les mêmes. Ben oui. Si nous devons tous continuer à apprendre toute la vie durant, où est-ce qu'on va trouver les formateurs? Ce sera les mêmes. Et donc, quelque part, je dis souvent à des politiques qui me disent « Aïe, 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 la formation des enseignants, j'ai une bonne idée, elle ne sera plus nécessaire dans 20 ans. » Eh oui, si vous formez les étudiants à chercher l'information, à la communiquer, à mettre en place des groupes, etc., ils vont devenir des formateurs, mieux que nous. Mieux que nous. Donc voilà, cet apprentissage toute la vie durant qui nous réserve des surprises. Les technologies changent nos façons d'appréhender le réel, etc. L'apprentissage est un processus qui devient commun aux apprenants, aux institutions, etc. On parle de l'institution apprenante. Pas mal de... Et ça, il y en a qui n'aiment pas, mais je ne sais pas pourquoi. Pas mal de processus sont actuellement de plus en plus et de mieux en mieux assumés par l'éthique. Oh, c'est pas vrai, hein? Mais si, si. C'est pour ça d'ailleurs que l'homme, depuis la nuit des temps, crée des outils. C'est pour ça qu'il le fait. D'accord? Et ça, c'est peut-être important aussi, le savoir et le savoir-faire, dont on a déjà parlé, ben, ils sont en train d'être supplantés par le savoir où et quand. C'est-à-dire, ah oui, je connais ce truc-là, mais attends, je dois quand même regarder. Ah oui, c'était une référence voilà, de tel professeur qui avait parlé de ça, etc. etc. Et donc, être capable de structurer des informations validées va devenir sans doute fondamental. Alors oui, les questions sur les MOOC, voilà, on progresse. Les intégrer dans la formation, n'y pensez même pas. D'accord? Non, désolé, mais les MOOC sont faits comme une structure. C'est intéressant, hein, les MOOC, je vais voir des MOOC. Mais c'est une structure cohérente qui passe d'une étape à l'autre et qui n'a pas un degré de granularité suffisamment fine, petite, pour pouvoir l'intégrer dans un enseignement. Si vous voulez que vos élèves suivent des MOOC, ben qu'ils suivent des MOOC finalement. D'accord? Alors ça, on va voir, et les bibliothèques, les learning centers, là, ça nous permettra de migrer vers les classes inversées. Alors les MOOC. Ah, les MOOC. Quelle usurpation!
Mais c'est terrible, c'est une usurpation, on vous ment. Parce que les MOOC ont été créés en 2008, le mot MOOC, Massive Open Online Course, etc., ben, on retrouve George Siemens, le père du connectivisme, et Stephen Downes, là. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Ils ont voulu utiliser les réseaux sociaux et tout le bazar des nouvelles technologies pour faire des communautés de pratique. C'est-à-dire des gens qui, par rapport à un métier, un projet ou même un hobby, allaient échanger des trucs, des références, etc., etc. Donc on était en plein dans la structure horizontale dont j'ai parlé. Et leur premier MOOC, c'est pour ça qu'il était massif, c'était quand même 2000 étudiants, ben vous avez une petite référence là-dessus. Et patatraf, au même moment, en 2008, commencent à apparaître des cours sur YouTube. Berkeley fait son cinéma et distribue des cours. Je veux dire, des cours un peu comme la caméra est en train de me filmer, hein, des profs en train de donner cours, sur YouTube, et MIT se met sur iTunes U. Et vous voyez, là, le professeur, il est devant son tableau, hein, on le filme, etc. Et tout le monde rigole à ce moment-là. Ben ça a donné les MOOC, mais pas comme ceux-là. D'autres types de MOOC qui sont finalement des cours magistraux. C'est ce que je fais maintenant, hein. Je vous ai dit que j'allais mettre sur la scène. Des cours magistraux qui sont filmés, et après, quand même, pour montrer qu'on se soucie de l'étudiant, on va mettre quelques QCM cornichons. Nous innovons. Fossilisation des pratiques. L'idée qui était là des MOOC, qui étaient les communautés d'apprentissage et d'échange de pratiques, est devenue des cours magistraux filmés, où, en France, en octobre 2013, vous avez Fun. C'était bien quand même joué, hein, de l'appeler ça Fun. France Université Numérique. Avec cette phrase, là, 2 octobre 2013, comme les abbayes au temps de Gutenberg, les universités, dans leur forme actuelle, sont amenées à disparaître. Et j'y crois. Hein. Non. C'est évident. L'allusion, c'est que dans les monastères, il y avait les moines copistes. Hein. Ils recopiaient les livres, ils faisaient plein de fautes en recopiant, hein, évidemment. Et puis est arrivée l'imprimerie. Patatraf. Les moines ont dû faire autre chose. Maintenant, ils font du fromage et de la bière. Mais enfin... Oui. Alors, ça ne veut pas dire que l'université va disparaître. Vous direz pourquoi. Il est bien écrit dans leur forme actuelle. Donc cette évolution, elle est déjà tracée, elle suit la ligne que j'ai essayé de décrire. Alors pourquoi? Parce que les petits cours là, du prof filmé, des gros consortiums, edX, Coursera, ont repris l'histoire, ça devient des effets de vitrine, il faut en être, il n'y a pas de choix, si les Américains le font, vous vous rendez compte, Harvard, Berkeley, etc. On doit faire ça aussi, donc la France en fait, la Belgique en fait, etc. etc. C'est ce que j'appelle les X-MOOC, hein, les MOOC de nature transmissive. Malgré tout, oui, mon université, ça c'est Louvain-la-Neuve, nous faisons des MOOC aussi depuis 2014. Néanmoins, l'idée initiale des MOOC, qui étaient plutôt les communautés de pratique, où on utilise des blogs, des blocs-notes, des outils de communication, avec des groupes de personnes qui échangent dans le temps, de manière peut-être plus informelle, ils sont toujours là. Ça a donné les CMOOC, les MOOC connectivistes, et vous connaissez en France peut-être certains, ITIPA. C'était un des premiers MOOC où des utilisateurs, il y avait des milliers de personnes, hein, échangeaient leurs trucs et astuces sur Internet. ITIPA, ça veut dire Internet outillé pour apprendre. Et un cours que je donne avec un collègue ici à Lyon, Christophe Battier, e-Learn 2, qui est une communauté de pratique d'enseignants. Nous échangeons, ils échangent leurs trucs, astuces. Pour moi, c'est très positif, ces mots-là, sur l'enseignement en ligne, la mise en ligne de formation, etc. Et la grosse question, c'est que va devenir le campus? Les ressources sont parties dans les XMOOC, ça coûte cher, hein, donc ça va sans doute être freiné un petit peu.
Les interactions se passent sur des réseaux sociaux. Question, comment, j'insiste sur les mots, comment allons-nous redonner du sens au présentiel? C'est la seule question qui me reste. Et il n'y a pas que Marcel Lebras qui se la pose, des présidents d'université se la posent aussi. Alors, les classes inversées là-dedans par rapport à ça, ça renverse quoi au juste, les classes inversées? Alors, vous allez voir que mon propos de nouveau, ça ne veut pas dire que c'est ce que je crois, parce qu'alors je serais complètement éclaté. Mais vous allez voir que je vais vous donner des modèles de classes inversées où, dans le discours, vous sentirez bien bof, mais que les classes inversées, ça peut être aussi autre chose, un peu comme les MOOC, si vous voulez. On a lancé le concept de classe inversée, et les classes inversées, c'est devenu une sorte de forme hybride, où je passe toutes ces choses-là, où on essaie finalement de réinterroger, vous lisez en bas, les détails comme ça, c'est si vous voulez aller relire après, on essaie finalement de réinterroger le rapport présence-distance, ce que je vais faire dans l'amphi ou dans le Learning Club, d'accord, avec les étudiants, et ce qu'ils vont pouvoir faire en dehors. Ouais. N'oubliez pas de leur donner le temps de le faire, n'est-ce pas? Parce que ça, c'est une question qui revient. Ben oui, mais de nouveau, fossilisation des pratiques. Si on continue à faire les enseignements comme avant, avec des grilles horaires surchargées, je parle pour la Belgique, dans certaines hautes écoles, ils ont 32 heures de présence en salle par semaine. Quand est-ce que vous voulez qu'ils apprennent? Eh oui, il faudra revoir les grilles horaires, donc le rapport présence-temps, enseigner-apprendre, et les rapports à la flexibilité, à la mobilité. Alors, je vous décris rapidement le schéma que j'appelle level 0, c'est pas gentil, level 1, on va dire, ras des pâquerettes un peu au-dessus, de la classe inversée. Traditionnellement, la partie enseignée se fait en présence. Il y a cours dans l'amphi B17 de 14 à 16 heures, ou TP, ou peu importe. L'apprentissage, c'était mon cas. On se retrouve 2-3 semaines avant les examens avec des piles de notes, etc., et on se dit, mon Dieu, comment je vais mettre ça dans ma tête? L'apprentissage est un processus irréductiblement solitaire. C'est moi qui vais devoir apprendre. On peut demander aux autres, oui, je le sais bien, mais malgré tout, le prof, il va tester mes connaissances à moi. Il va remettre un 17 sur 20 ou un 11 sur 20 à Marcel Lebrun, pas au groupe B, quoi. L'idée des classes inversées, inspirée par les technologies, les approches compétences et tout, c'est de dire, on va essayer de meubler les deux autres. En disant qu'une partie de l'enseignement peut se faire à distance, et vous voyez, j'ai poussé le clin d'œil jusqu'à mettre des livres. Oui, j'ai vécu une classe inversée en 1972. Un professeur de mécanique rationnelle, donc c'est un mélange de mathématiques, il avait un livre, et chaque semaine, il nous disait de lire un chapitre et qu'il répondrait aux questions. Vous savez quoi? On ne le faisait pas. C'est dans son livre, on étudiera ça. Eh bien, la deuxième semaine, il est arrivé. Alors, vous avez des questions sur le chapitre 1? Il y avait un amphi comme ça, on était avec les ingénieurs, les matheux, les physiciens. 2 personnes, toujours environ au premier rang. On posait des questions, pourquoi il y a une virgule, un point, etc. Il a répondu, mais il a répondu vraiment bien. Et puis, il a eu un grand sourire que je vois toujours, pourtant c'est 72. Hein. Il a dit, il n'y a pas d'autres questions? Il y avait 20 minutes de cours. Pas d'autres questions? C'est normal, hein, c'était le premier chapitre. Pour la semaine prochaine, vous lisez le chapitre 2. La 3e semaine, il y avait déjà plus de questions. À partir de la 6e et la 7e semaine, nous nous réunissions pour préparer les questions. Questions de mentalité, madame, messieurs. Ils n'ont jamais fait ça, pourquoi est-ce que tout à coup ce prof il fait ça?
Et donc là, ça se pose la question sur l'innovation et le collectif par rapport à l'innovation. Et donc l'idée de cet enseignement qui passe à distance, et c'est compliqué, c'est de redonner du sens à la présence et de voir qu'est-ce qu'on va faire à la présence, à cet instant magique où des humains se rencontrent. Pas pour écouter la voix d'eux, des voix, il y en a un peu partout. Ça, c'est le schéma initial. Alors, est-ce que vous voyez bien que je n'ai pas fait disparaître l'enseignement traditionnel? Je l'ai mis un peu en estompé. Pour vous dire que je ne crois pas aux révolutions. On va passer du système traditionnel là-bas, au système classe inversée. Il va y avoir des hybridations. Parce que si vous ne faites que des classes inversées, tôt ou tard, ce sont vos étudiants qui vont demander de faire des cours magistraux. Mais monsieur, vous nous faites travailler depuis 3 semaines, mais vous, qu'est-ce que vous pensez de nos thématiques? Et dans tel groupe, ils ont dit que, et dans l'autre groupe, ils ont dit que, mais qu'est-ce que nous faisons avec ça? Et tout à coup, je me retrouve à répondre à des questions que mes étudiants se posent. Voyez un peu ce changement. Ce n'est pas simplement de la mécanique d'agenda, ce sont des mentalités, et les mentalités, ça prend du temps. Alors ici, petit clin d'œil, je parlais de Annick Arsenault-Carter. Intéressant de voir son nom, d'aller voir Madame Annick là. C'est une prof d'école primaire. Elle fait des classes inversées avec les petits minouchés. La question que nous nous posons à deux, nous nous connaissons, elle est prof, institutrice, au Nouveau-Brunswick, c'est de dire, mais bon Dieu, ces enfants-là, quand ils vont arriver dans le secondaire, ça va mettre le pétard. Et c'est ça que je crois également, c'est que commencer les classes inversées dans le supérieur, c'est bien, mais il faudra encore du temps, mais c'est en train de se faire pour que ça aille dans le secondaire, dans le primaire. Et là, on aura une sorte de boucle où c'est comme ça qu'on apprend à l'école, et c'est tout simple. Alors, primaire, mais aussi, ici j'ai pris le cas de l'ESP, donc ce sont les écoles supérieures du professorat et de l'éducation de l'Académie de Strasbourg, qui ont lancé en équipe une cohorte d'enseignants qui ont essayé d'inverser leurs cours. L'idée du en équipe est importante. Et si vous allez sur ce site, vous allez voir qu'il y a des épisodes avec des échecs, et puis ils ont essayé de les corriger, etc., en essayant toujours de ne pas faire des problèmes qui inhibent, mais d'essayer de trouver des solutions qui corrigent. Alors, ça c'est encore mon petit canard de Marcel. Vous voyez la classe inversée, à distance des vidéos, des textes, en présence du débat des questions-réponses. D'accord, pour simplifier le dessin. Ça ne marche pas bien. Vous savez, après 3-4 semaines, principe de variété, ils en ont marre de devoir regarder des vidéos et puis de venir dans l'amphi avec des questions-réponses. Ça ne veut pas dire que le système n'est pas bon. Ça veut dire qu'il ne peut pas être généralisé tout le temps. Moi, j'ai appelé ça la classe translatée. Il y en a, ils ne sont pas contents. Mais oui, anciennement, nous avions le cours et puis les TP, et on a fait ça. On met le cours avant le cours, et pendant la classe, on fait les TP. Donc on a translaté. Le rapport au savoir est toujours le même. C'est le savoir d'abord. Écoute ce que j'ai à te dire. Tu poseras des questions après. Oui, mais monsieur, à quoi ça sert? Tu verras bien. Le savoir est toujours devant. Alors, ça c'est mon histoire un petit peu. J'ai essayé de changer. Niveau 2. Et j'ai dit, tiens, mais si à distance je leur demandais des recherches documentaires, des travaux, préparer une activité, je les mets en groupe de 5-6 étudiants, et je dis le groupe 1 va travailler telle thématique, le groupe 2 telle thématique, etc. Je vais vous donner du temps pour le faire, vous verrez comment, et vous viendrez présenter tout cela. À ce moment-là, évidemment, on sort du schéma habituel, des vidéos avant, le savoir avant. Non, on a le contexte avant et la mise en opposition, en structuration, etc., de ces éléments de contexte pendant la classe.
ça ne marche pas bien non plus parce que les savoirs, ils sont un peu disparus. Les élèves arrivent avec telle idée, d'autres avec telle idée, et puis c'est ce que je vous disais, ils disent, oui, mais qu'est-ce qu'on fait nous avec ça? Donc dans un cas, les savoirs, ils sont très très présents, dans l'autre cas, ils sont presque évaporés. Eh bien, la bonne idée, c'est peut-être le niveau 3, c'est-à-dire de faire les 4 événements des classes inversées. Ça veut dire quoi, ça? Et c'est ma façon de voir les classes inversées. Je commence par des thématiques qui sont travaillées par les étudiants. Ils viennent les partager. Ils font des exposés, des animations, des débats, ils proposent des activités. Donc c'est très variable. Vous savez, quand je présente ça à mes étudiants, ils me disent « Donc monsieur, pour la semaine prochaine, il faut faire une présentation ?» Je dis « Oui, mais de préférence, pas une présentation comme dans les autres cours. » Des PowerPoint, je veux dire. Vous pouvez faire des jeux de rôle, préparer une activité pour l'amphi, etc. Vous voyez, je les prépare à devenir des enseignants, moi. Ils ne peuvent pas en rester là. Et donc après, il y a des vidéos et des textes de structuration. Et après ça, il y a des débats et des questions-réponses. Alors, je ne sais pas si vous arriverez à faire le saut entre ces quatre événements qui sont là. Donc, je répète, 1, les étudiants explorent les contextes, ils vont faire des micro-trottoirs, ils font des enquêtes, enfin, toutes sortes de choses. Seule l'imagination est la limite. Ils reviennent dans l'amphi 2 avec ces histoires-là. 3, je leur propose des activités de structuration basées sur des modèles, des théories, etc. Et 4, on étend le débat. Ben, si vous réfléchissez bien, en fait, nous allons retrouver progressivement le cycle de Kolb, où nous commençons par l'expérimentation dans des contextes, des éléments de modélisation, ensuite des éléments de théorisation et finalement des exemples d'application et d'expérimentation. Et donc, c'est ce que les pédagogues appellent la contextualisation. Aller chercher dans les contextes qui sont hors de cette salle des éléments sur les OGM, sur la motivation en contexte scolaire ou sur les éléments de développement suite aux croisades au XIIe siècle. Et ils vont revenir avec ça. Et s'il vous plaît, dites-leur, étonnez-moi. Parce que si vous leur dites ça, ils vont le faire. Et je vois des étudiants qui ont été interviewés, des chefs d'entreprise, ils ont fait des micro-trottoirs dans la rue auprès des étudiants, etc. Ils viennent avec des éléments de contexte. Et il n'y a que ces contextes qui donnent des sens au savoir. Souvenez-vous de mes 2 mouvements entre les enseignants et les chercheurs. Et puis, il faudra quand même bien décontextualiser, c'est-à-dire modéliser, revenir aux théories, etc., etc. Et puis, finalement, recontextualiser, c'est-à-dire regarder si les éléments théoriques permettent de résoudre d'autres cas. Ben ça, mesdames, messieurs, c'est ce que je vous ai montré sur les styles d'apprentissage. C'est ce qu'on appelle le cycle de Kolb, qui se retrouve là, magnifiquement mis, en disant que les classes inversées, c'est beaucoup plus qu'une vidéo avant, et on en discute pendant la classe, mais c'est une succession d'événements qui essaient de répondre au principe de variété des styles d'apprentissage au travers du cycle de Kolb. Les MOOC et les classes inversées, vous avez vu un peu le rapport. On a la numérisation des ressources avec les XMOOC, les cours transmissifs sur Internet. On a une certaine connectivisation des interactions encore à découvrir. Et pour moi, ces 2 mouvements centrifuges qui sont en train de tourner autour de l'enseignement supérieur de l'école en général, ils m'invitent à poser la question: comment allons-nous redonner du sens à la présence? C'est tout. Le reste, c'est une question d'imagination. Est-ce qu'on pourrait demander aux étudiants de... Oui. Oui. Avec raison, évidemment. Raison, je veux dire, ce qui correspond à notre métier de formateur. Pardon, redéfinir les tâches du formateur, la formation des formateurs, etc.
Ben oui, ça devient un nouveau métier, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez? On va quand même pas continuer encore 6 siècles comme ça. C'est arriver à reconsidérer les espaces-temps de la formation, être capable de renégocier cette présence, ce distance, ces moments d'enseignement et ces moments d'apprentissage vers soi. Être capable de mieux tenir compte des styles d'apprentissage de chacun, ce qu'on a appelé la différenciation, etc., etc. Être capable aussi d'avoir de nouveaux rapports au savoir. Alors, j'ai été formé quand même aux sciences pures et dures. Je sais la pertinence, la difficulté aussi de construire ces savoirs tout à fait normalisés, qu'ils ont été construits par une sorte d'aventure humaine finalement, mais malgré tout, notre rapport au savoir est en train de changer. Vous savez, à la Renaissance, je vais aller vite, on ne va pas rentrer dans les détails, mais les savoirs, ils ont remplacé les dieux. Ben oui, avant la Renaissance, on croyait qu'il y avait des anges, qui tournaient la manivelle pour faire tourner les planètes. Et puis il y a M. Kepler qui arrive en disant mais non, il y a la force d'attraction, enfin, avec les travaux de Newton, et les planètes décrivent des orbites, et c'est pas la Terre qui est au centre. Encore un beau mouvement qui nous fait descendre de l'estrade, finalement. La Terre n'est plus au centre. Et on est là, toujours, à considérer que le savoir, mais le cours ex cathedra de la chair, il est toujours là? Non. Le savoir, j'en suis convaincu après avoir baroudé dans les sciences exactes et les sciences humaines, ce sont des constructions humaines qui sont toutes temporaires, qui sont germées dans des contextes particuliers, et ignorer ces contextes particuliers, c'est faire en sorte qu'on enseigne des savoirs finalement qui sont... c'est le squelette finalement, toute la chair est partie. Toutes les anecdotes, tous les cas particuliers, etc. Oui, bien sûr, on les revoit dans les exercices. Mais les exercices ne sont pas des situations problèmes, je pense qu'on pourrait parler de ça. Donc, le rapport au savoir, apprendre aussi à mettre de l'ordre dans le désordre, dans des structures désordonnées, rendre les étudiants actifs, interactifs, tout ça vous savez, répondre à des questions que les étudiants se posent plutôt que de répondre à des questions qui ne se posent pas, j'avais commencé avec ça, mais on se rend compte aussi que c'est un changement de rôle absolument fondamental. Et, bonne nouvelle, c'est peut-être la cause du succès des classes inversées, nul besoin de tout flipper en même temps. Non. Si vous êtes encore résistant, il y en a peut-être quelques-uns ici, c'est normal par rapport à l'innovation. Dites-vous que dans l'un de vos cours, allez, imaginons qu'il fasse 12 semaines, je ne sais pas, si pour un point de matière bien particulier, vous essayez de faire une classe inversée en 5e et 6e semaine. On peut? Oui, on peut, bien sûr. Et redonner du magistral à d'autres moments. Ben oui, pourquoi pas? Je pense que c'est une des forces des classes inversées qui est séduisante parce que les autres modèles apportés par les sciences de l'éducation, on dirait qu'elles doivent être exclusives, quoi. Vous faites de la pédagogie par problème ou vous n'en faites pas. Le modèle de Maastricht, c'est ça finalement. Oui. Donc, ces éléments-là. Alors, je termine, j'en ai encore pour 2 ou 3 minutes, quand même vous donner un exemple concret de quelque chose que j'essaie de faire. C'est un cours que j'ai développé après avoir fait des recherches sur des dispositifs avec des collègues. Il y avait Cynthia qui était dedans, il y avait Daniel Peraya et d'autres personnes. Et on commençait à réfléchir à ces nouveaux modes d'enseignement qui essaient finalement de renégocier la présence et la distance. Et donc on peut trouver déjà des prémices, il y a des années, en 2014-2012 probablement, de ces cours-là, et je les faisais déjà à peu près comme ça, j'ai commencé vers 2006. Voilà donc un de mes cours. Alors vous pourrez dire, ah oui, mais c'est technologie de l'information, c'est des sciences humaines. Je vous garantis, vous pouvez faire ça avec des maths, d'accord? Vous pouvez faire ça avec de l'histoire. Ça n'a rien à voir, ces histoires-là. La classe inversée, elle dépasse un peu tous ces éléments-là.
Et donc voilà, c'est le cours tel qu'il était en 2013-2014, il changera l'année prochaine. Alors, je vous montre ici, les cours à Louvain, c'est 12-13 semaines. Ça couvre 3 mois à peu près, hein, mais il y a toujours des congés, des choses comme ça. Alors, vous remarquez tout de suite des anomalies, c'est qu'il n'y a pas de 1, il n'y a pas de 3, il n'y a pas de 6, il n'y a pas de 8. Le professeur Marcel Lebras ne donne pas tous ses cours. Vous savez que j'ai été appelé il y a longtemps, c'est vrai, chez un doyen de faculté à cause de ça. Marcel, il paraît que tu ne donnes pas cours. Ah oui, les étudiants avaient dit au doyen, vous savez que le cours de Lebras, c'est nous qui donnons le cours. Aïe, 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 il y a encore beaucoup de travail. Mais voilà, on parlait du temps, là. Attention, il y a un jour quelqu'un qui a dit, mais c'est pas légal, hein. Vous êtes quand même payé pour vos heures de cours, hein. Et je lui ai dit, ok, attaquez-moi, mais faites-le proprement. Nous irons à La Haye. Au niveau de la Commission européenne, les gouvernements se sont résolus à quantifier, si vous voulez, les cours par ce qu'on appelle des ECTS. Un ECTS, ce n'est pas le nombre d'heures de cours que le professeur donne, mais le nombre d'heures de travail dont je dois m'occuper, travail de l'étudiant. Et je vous assure qu'ils me disent qu'ils ont beaucoup trop de travail. Et donc, ben oui, mais on me dit toujours ça. Ah oui, mais en France, on est venu donner ces heures de cours et tout. Ben, allez avec les ECTS et c'est terminé. Hein. Vous devez vous occuper de autant d'heures de travail chez l'étudiant. Et ce que je dis n'est pas révolutionnaire. Ça existe, hein, les ECTS. Alors voilà, donc il y a des semaines avec des cours en présentiel. Alors, qu'est-ce que je fais? Première semaine, qui n'existe pas. Grâce à la plateforme Claroline, j'envoie, quelques jours avant le premier cours, un message aux étudiants leur disant que le premier cours, telle date, hein, sans doute le 19 septembre, n'aura pas lieu, mais qu'à la place, ils auront une vidéo. Alors, au début, je faisais ça, et puis j'arrivais le 26 septembre, je disais, alors, vous avez des questions? Il n'y en avait pas. Et donc, je leur ai demandé nominativement d'écrire des commentaires sur un forum. Alors, le 25 du 9, je vais voir sur le forum une question. Je leur écris, chers étudiants, mon cours c'est demain, j'ai impérativement besoin de vos questions, avis, commentaires, suggestions sur la vidéo. En 2 heures, j'en ai 25. Les étudiants quand même. Hein. Vous, non, pardon, pas vous, je fais la même chose. On me demande, Marcel, peux-tu écrire un texte, etc. Oh oui, oui, oui. Et je reçois aussi des mails la veille en disant, écoute, tu avais promis le texte. Et alors on le fait vite, quoi. Nous conduisent à ça aussi, les technologies. Toujours est-il que le 26 septembre, je peux faire quelque chose de fantastique. J'ai un amphi, et je dis, Emmanuel Duvivier, ah, c'est toi. Tu as écrit sur le forum quelque chose avec la motivation là, et l'utilisation de Twitter en classe. Est-ce que tu peux un peu expliquer? Et toi, Jean-Édouard, tu as aussi parlé de Twitter, mais tu dis autre chose. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Et ils se rendent compte tout à coup que je les appelle par leur prénom dès la première rencontre et que j'utilise leur matériel pour construire quelque chose. Ok. Pendant ce temps-là, pardon, à la suite, je fais ce que j'appelle du peer instruction. Éric Mazur, prof de physique à Harvard, fait ça. Autrement dit, je fais des groupes, je leur donne des thématiques, d'accord? Et ensuite, 2 semaines, une semaine qui n'existe pas, je leur donne du temps pour préparer leur thématique, n'est-ce pas? Et puis pendant 2 semaines, les groupes viennent présenter, et là j'organise les débats, je mets en contraste, etc. Pendant ce temps-là, ils travaillent à distance, cette fois-ci, sur des thématiques libres. Ils se mettent en groupe par eux-mêmes, ils choisissent des thématiques. Ce sera la création
du chef-d'œuvre et de la production sur laquelle je vais faire mon évaluation. Le reste, là, les Flipped Classroom, le Peer Instruction, c'est du formatif. Mon évaluation va se baser sur les travaux de groupe qui réunissent 4 à 6 étudiants. Et puis, oui. 31 octobre, 14 novembre. Je donne des vrais cours. Je ne peux pas m'en passer, j'en ai besoin. Je dois être sur scène. Et donc là, je fais des cours, mais rendez-vous compte. Ils ont déjà eu des introductions, ils ont déjà travaillé des thématiques, donc vous devinez ces cours, ils vont aller s'appuyer sur leurs éléments. C'est des cours de restructuration. Alors pendant ce temps-là, le travail à distance, il continue à se faire. Et les 2 semaines qui suivent, j'organise un mini-colloque. On met des affiches dans Louvain-la-Neuve. Les étudiants du cours Intel vont présenter leurs travaux. Ouais. Mais en plus de ça, quand le groupe 1 présente, je demande au groupe 4 d'être évaluateur critique. Peer evaluation. Monsieur, mais ça on n'est pas d'accord. Hein. Vous nous faites faire des tas de trucs, mais ça non. Qui nous sommes, nous, pour évaluer le travail des collègues? Mais qui nous sommes? Et en plus, l'évaluation, vous savez, monsieur Lebrun, elle ne sera pas bonne, hein? Elle sera biaisée. Ce sont nos amis. Alors, je prends mon petit regard mauvais et je leur dis, ce sont nos amis. Aidez-les à faire un meilleur travail. Et là, il y a un silence dans l'amphi incroyable. Pour les étudiants, évaluer, c'est faire mal. C'est mettre des points. C'est porter des jugements. Et moi, je suis en train de leur dire, non, évaluer, c'est aider à mieux faire. Et ils le font. Et ils le font pour une bonne raison, c'est que dans l'évaluation que je ferai, je suis tenu à quand même remettre des notes, il y aura la partie du travail, mais l'évaluation critique qu'ils vont faire sera aussi notée. Non pas parce qu'ils ont bien évalué ou pas, mais la qualité critique de l'évaluation. Et j'ai construit les critères d'évaluation avec eux. Ah oui. Donc ça demande du temps. Et puis l'évaluation par les pairs se passe. Et puis finalement, il y a le feedback qui me permet de me voir que je ne me suis pas trop trompé dans l'évaluation. Je rencontre les groupes d'étudiants. J'ai encore des questions à leur poser. Je dis, tiens, dans votre travail, là, à la page 8, vous dites que... Vous pouvez expliquer ça? Il y a tout de suite un étudiant qui dit, oui, monsieur Brown. Non, pas toi. Vous. Expliquez-moi pourquoi vous dites ça à la page 14. Ça, c'est fondamental. Parce que sinon, je me rendais compte, c'est toujours le même qui répondait à toutes les questions. Mais non, je dis, c'est toi qui vas faire. Et ça joue sur plus ou moins 2 points, vous voyez, l'évaluation individuelle. Et dans ce cas-là, il y a quelque chose de magnifique, parce que le niveau de mes travaux a augmenté. C'est plus des travaux d'au-bête de gare, mais c'est quand même un meilleur niveau. C'est que le plus fort, celui qui a fait le travail parfois, il est obligé d'expliquer aux autres, parce que si c'est quelqu'un d'autre qui a la question, ça risque de pénaliser tout le groupe. Vous voyez ça? Voilà, je ne dis pas que je fais bien. Je dis voilà ce que j'ai pu trouver pour faire ça. Et donc, voilà, c'est fini. À Zurich, ils appellent un cours comme ça un TORC. C'est-à-dire, ce n'est pas un massif open online course, mais c'est un tiny open with restriction. Ah oui, il y a des balises, il y a des limites. Course. Alors ça, c'est eux qui rajoutent Focus on Quality and Effectiveness. Et donc là-dedans, je travaille les facteurs dont je vais parler, l'information, la motivation, les activités, l'interaction et les tâches, les productions. J'essaie d'équilibrer tout ça et de mettre mes étudiants en travail de compétences par rapport à certaines compétences que je juge utiles, tout en disant, je ne pense pas que c'est dans mon cours qu'ils vont développer l'esprit critique, mais si chaque enseignant de mon programme en faisait un petit peu comme moi, je crois que nous avancerions dans le développement de ces compétences. Ok. Vous lirez vous-même.
On m'a dit quelques lectures, je les mets là. Alors ça sont des bouquins. Si vous êtes intéressé de poursuivre un petit peu le débat, il y a 2 articles, hein, toujours qui commencent par Bit.ly, qui sont là, qui reprennent un peu tout ce que j'ai tenté de vous expliquer. Et donc, merci pour votre attention. J'ai peut-être été un peu trop long. Mais...